ouvre ce tour d'horizon de l'actualité avec cette nouvelle qui pourrait constituer un tournant majeur dans le conflit qui oppose l'Ukraine à la Russie. En effet, nous avons appris ce matin que le général russe Kirillov, à la tête de la défense nucléaire et chimique, a été tué dans l'explosion d'une trottinette électrique en plein Moscou. Une disparition qui pourrait avoir des répercussions profondes sur la capacité opérationnelle des forces russes, puisqu'en tant que chef des défenses chimiques, il supervisait un domaine hautement technique et stratégique. Alors, acte des services secrets occidentaux ou bien décision de Vladimir Poutine de revoir à la hâte la composition de son armée? Toujours est-il qu'hier, lundi 16 décembre, les services de sécurité ukrainiens avaient indiqué que le général Igor Kirillov avait été jugé et condamné par contumace pour avoir utilisé des armes chimiques interdites en Ukraine. Toujours est-il que la mort du général Kirillov s'inscrit dans une dynamique d'assassinat ciblé qui vise des responsables militaires russes, et ce, depuis plusieurs mois. C'est une décision historique dont le but est de contrer les effets des tarifs douaniers américains sur les importations chinoises. En effet, nous avons appris cette nuit que les dirigeants chinois ont convenu la semaine dernière de relever le déficit budgétaire du pays à 4% du PIB en 2025, tout en maintenant un objectif de croissance économique autour de 5%. Ce serait alors son plus haut niveau jamais enregistré, puisque je vous le rappelle qu'en 2024, le déficit budgétaire chinois devrait s'élever à 3% du PIB. Or, chaque dépense supplémentaire d'un point de pourcentage du PIB représente environ 180 milliards de dollars. Ces mesures devraient être financées par l'émission d'obligations spéciales hors budget. Je vous rappelle que la semaine dernière, nous apprenions que les principaux dirigeants politiques chinois envisageaient de laisser le yuan s'affaiblir en 2025, toujours pour atténuer l'impact des mesures commerciales américaines punitive. Toujours à l'international, c'est désormais confirmé, le président Donald Trump et son équipe de transition vont apporter des changements radicaux aux politiques concernant les véhicules électriques et les stations de recharge. Des mesures qui s'éloignent nettement de la politique de l'administration Biden, qui cherchait justement à atteindre une juste mesure entre le développement d'une chaîne nationale d'approvisionnement en batterie et une transition rapide vers les véhicules électriques. Le plan de l'équipe de transition de Donald Trump est plutôt clair: réorienter les 7,5 milliards de dollars de l'administration Biden destinés aux véhicules électriques pour les transférer vers des priorités de défense nationale comme la garantie d'un approvisionnement en batterie affranchi des fournisseurs chinois. Une réorientation des politiques d'investissement qui pourrait nuire aux ventes et à la production de véhicules électriques aux États-Unis à un moment où les principaux constructeurs américains ont élargi leur gamme de véhicules électriques. Tesla pourrait également pâtir de cette nouvelle stratégie, et ce même si, pour son patron Elon Musk, la perte de subventions nuirait davantage à ses concurrents. Toujours aux États-Unis, l'activité manufacturière s'est encore contractée en décembre, la production industrielle tombant à son plus bas niveau depuis plus de 4 ans et demi en raison des craintes que des droits de douane plus élevés n'augmentent les prix des matières premières importées l'année prochaine. L'indice PMI manufacturier, publié par l'agence S&P Global hier, a baissé à 48,3 ce mois-ci contre 49,7 en novembre. Les économistes interrogés par Reuters tablaient, eux, sur un indice à 49,8. Je vous rappelle, à toute fin utile, qu'un indice PMI inférieur à 50 indique une contraction du secteur, le secteur manufacturier qui représente 10,3% de l'économie américaine. L'indice de production des usines a lui baissé à 46, le plus bas niveau depuis mai 2020, contre 47,9 en novembre. Je vous rappelle que Donald Trump a annoncé qu'il imposerait des droits de douane de 25% sur tous les produits en provenance du Mexique et du Canada, ainsi que de 10% supplémentaires sur les produits en provenance de Chine. Or, ces trois pays sont les principaux partenaires commerciaux des États-Unis. Quant à l'indice PMI flash du secteur des services, l'arrivée de Donald Trump à la Maison-Blanche l'a propulsé à son plus haut niveau de 38 mois, à 58,5. Les entreprises s'attendant en effet à moins de réglementation et à davantage de réduction d'impôts de la part de la nouvelle administration républicaine.
C'est une fin d'année conciliante dans la zone euro. En effet, selon l'indice PMI Composite de S&P Global, le déclin de l'activité économique s'est atténué en décembre. Une situation permise par le secteur des services qui a renoué avec la croissance et compensé une contraction de longue date dans l'industrie manufacturière. Dans le détail, l'indice PMI Composite a augmenté à 49,5 en décembre contre 48,3 en novembre et un consensus qu'il avait modélisé à 48,2, tandis que le sous-indice des perspectives est passé, lui, à 56,1, est passé de 56,1 à 57,8 en décembre, son plus haut niveau en 4 mois. Mais pour les deux principales économies du bloc, c'est beaucoup moins reluisant. En Allemagne, l'indice PMI manufacturier est ressorti à 42,5 en décembre contre un consensus de 43,1 après 43 en novembre. En France, le même indice est ressorti à 41,9 en décembre contre un consensus de 43,2 après 43,1 en novembre. Hier, cela vous a peut-être échappé, mais le Bitcoin a dépassé la barre des 106 000 $. Une nouvelle incartade vers des plus hauts absolus, alors que selon plusieurs sources, Donald Trump étudierait l'option de créer une réserve stratégique de Bitcoin similaire à sa réserve stratégique de pétrole. Or, vous le savez certainement, une réserve stratégique ou une réserve obligataire, ce sont des réserves financières que les banques doivent obligatoirement déposer auprès de la Banque centrale. Un projet de loi que le gouvernement américain, propose de créer cette réserve stratégique, suppose que le gouvernement américain pourrait acquérir 5% de l'offre totale de Bitcoin, soit environ 1 million de Bitcoin, et cette réserve serait conservée sur une période d'au moins 20 ans. Avant de parcourir les performances des principaux actifs mondiaux lors de la séance d'hier, jetons un œil aux principaux sujets à suivre cette semaine. Et la semaine sera placée sous le signe de la politique monétaire d'un côté, puisque cette semaine, les banques centrales des États-Unis, du Japon, de la Suède, de la Norvège, de l'Indonésie et de la Thaïlande se réunissent. Mais c'est évidemment sur la Fed que tous les yeux seront rivés. Par ailleurs, notons, et ce même si les marchés financiers semblent ne pas s'en soucier, que les risques politiques s'accumulent dans le monde. Bouleversements politiques en Allemagne, en France, au Canada, en Corée du Sud, qui pour le moment ne font pas sourciller les investisseurs, mais des dénouements pourraient se produire tout au long de la semaine. Attardons-nous un moment désormais sur ce qui s'est passé hier sur les principales places financières de la planète. Et en Europe, les investisseurs se sont montrés prudents, voire inquiets, alors qu'en fin de semaine dernière, nous apprenions que la note de la France a été dégradée par l'agence de notation américaine Moody's, et à 2 jours de la décision de politique monétaire de la Réserve fédérale américaine, les principales places financières européennes ont clôturé dans le rouge. Sentiment de crainte également nourri par la publication des PMI en Allemagne et en France qui témoignent d'un secteur industriel en grande souffrance. À Paris, le CAC 40 a reculé de 0,71% à 7357 points, pénalisé par Stellantis et Téléperformance. À Londres, le FTSE a cédé 0,46% à 8262 points. Enfin, à Francfort, le DAX a lui abandonné 0,45% à 20 313 points. Notons pour autant qu'à date, sur le deuxième semestre, l'indice phare allemand surperforme le S&P 500 avec un gain de 12,84%. Le DAX fait mieux que son cousin américain qui, sur la même période, a seulement gagné 11,82%. À Wall Street, à la veille de la dernière réunion de politique monétaire de l'exercice 2024, les principaux indices actions ont clôturé en ordre dispersé, alors que le Nasdaq a atteint un nouveau plus haut absolu hier. Le Dow Jones a lui par contre signé une 8e séance consécutive de baisse, soit sa plus longue séquence depuis 2018. Globalement, c'est le rebond des rendements souverains qui est venu freiner la tendance générale américaine, pesant sur les entreprises à forte intensité capitalistique. Les investisseurs craignant que la Fed fasse une pause dans son resserrement monétaire. Le S&P 500 a gagné hier 0,38% à 6074 points. Le Dow Jones a donc reculé de 0,25% à 43 717 points. Quant au Nasdaq, il a lui pris 1,24% à 20 173 points. Un nouveau plus haut absolu. En Asie, cette nuit, ce matin, les principaux indices actions ont clôturé en baisse. Les récentes données sur l'économie chinoise n'ont pas été de nature à rassurer les investisseurs, et ce quand bien même les décideurs politiques chinois ajustent leurs mesures de relance afin de revigorer la demande intérieure. Des ajustements jugés
trop à la marge par les investisseurs. En outre, la décision de la Fed demain est plutôt de nature à inciter à la prudence. Le Nikkei a reculé de 0,2% à 39 364 points. Quant au marché chinois, ils ont continué de chuter. L'indice Hang Seng de Hong Kong a reculé de 0,1% à 19 773 points. L'indice composite de Shanghai a lui perdu 0,7% à 3 361 points. Sur le marché des taux souverains, c'était l'écart de rendement entre les obligations à 10 ans allemandes et françaises qui était scruté de près hier et inévitablement le spread s'est écarté après la dégradation de la note souveraine française par Moody's. L'indice a atteint 80 alors qu'à la clôture vendredi dernier, il était à 78,1 points. Une situation qui s'explique par le gain de 1,2 points de base de l'OAT française à 3,042% alors que le Bund à 10 ans est lui resté stable hier à 2,244%. À l'heure de la clôture en Europe, les bons du Trésor américain étaient, eux, stables à 4,408%. On parle là, évidemment, des bons du Trésor américain à 10 ans. Enfin, sur le marché du pétrole, les prix ont reflué hier alors que des craintes ont ressurgi à l'endroit de la demande chinoise. Croissance chinoise qui pâtit, selon les analystes, du manque d'ambition des dirigeants qui ne parviennent pas à stimuler leur économie. Dernière preuve en date, la publication hier de la croissance des ventes au détail qui a ralenti en novembre. Hier, donc, le prix du baril de Brent de la mer du Nord pour livraison février a cédé 0,78% à 73,91 $. Quant à son équivalent américain, le baril de West Texas Intermediate pour livraison janvier, il a lui reculé de 0,81% à 70,71 $ l'unité. Nous allons marquer une toute première pause dans cette édition du 17 décembre 2024 et juste après, comme vous en avez l'habitude aux alentours de 9h10, nous allons retrouver Hervé Dupré et son chrono-CAC. À tout de suite sur Téléfinance.